Et salut Laurent, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mal Lambda. On est très heureux avec Laurent d'évoquer aujourd'hui un sujet qui a été important pour nous. Oui. Et ce sujet, c'est la musique. La musique. Tout à fait. Toute la musique. Toute la musique que j'aime. Alors on va parler de différentes choses, comme comment la musique a pu être un exutoire pour nous et comment on a pu se réfugier dedans et même comment elle a pu peut-être nous sauver. La musique, c'est un sujet assez important. On peut se demander, mais quel rapport avec l'hypersensibilité, quel rapport avec tout ça? Moi, je me dis quand même que, en fait, on a pu s'échapper, on a pu construire. Même, je veux dire, moi, j'ai construit ma vie, je peux dire, autour de la musique, je pense. Ma carrière pendant un long moment. Ouais. Donc, je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant à parler, à traiter. Et on peut parler évidemment de la musique, mais peut-être qu'on sera amené à parler de la culture en général. J'en sais rien, on verra comment ça peut nous mener. Tout à fait. Alors là, vous vous dites, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Laurent. Oui. Et là, vous vous dites, vous mentez, parce que la dernière fois que vous avez enregistré, Seb, t'étais malade. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et là, je suis encore malade. Donc vrai. vous vous dites, en fait, c'est pas vrai, vous avez tout enregistré le même jour. Ouais, vous avez tout enregistré en fait il y a 10 ans. Ouais. Et on est tous gouvernés par des Illuminati. Tout à fait. Et voilà. Ouais, je vous connais et nous sachons, mais il faut savoir. J'ai décidé. Toi-même, vous sachiez. C'est un choix, Laurent. J'ai décidé d'être malade, d'avoir un rhume chaque enregistrement de podcast. Eh ben écoute, c'est parfait. Je me suis dit, écoute, au moins ça rajoute un petit truc qu'on aime bien. C'est ta petite touche à toi et voilà, c'est personnel. Voilà, ça nous fait plaisir. Et moi, ça me fait très plaisir. Et du coup, j'aimerais te poser une question que je ne t'ai jamais posée, mon cher Laurent. Eh bien écoute, pose-moi une question que tu ne m'as jamais posée. Je suis tout oui. Est-ce que par exemple, tu pourrais me donner ta définition de la musique ? Ma définition de la musique. Alors, je m'attendais pas du tout à cette question. Ouais. Mais en vrai, j'y ai vraiment pas du tout réfléchi. Allez, comme ça. Allez, comme ça me vient. La musique, c'est un ensemble de fréquences qui viennent se mêler les unes avec les autres, associées à un rythme. Et c'est quelque chose, c'est une sorte de communication de langage qui vient te susciter en toi telle ou telle émotion. Ça, c'est un langage universel qui permet de transmettre des émotions aussi également. Voilà. Putain, il se trouve que j'ai à peu près écrit la même chose, mec. Incroyable. Quand j'ai préparé, j'ai mis que pour moi la musique c'est un enchaînement de sons, de notes, de fréquences, comme tu l'évoquais, et de rythmes, comme tu as évoqué aussi, qui permet de faire ressentir plein d'émotions différentes et d'accompagner aussi nos humeurs. Exactement. En fait, parce qu'on va pas écouter forcément les mêmes choses selon nos états d'âme du moment. Ouais. Donc, tu as ma définition, j'ai la tienne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Eh bien, moi, je te propose qu'on demande à Wikipédia. La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence, chose qu'on a un peu oubliée, au cours du temps. Les paramètres principaux sont le rythme, c'est une façon de combiner les sons dans le temps, la hauteur, qui est la combinaison des fréquences, les nuances et le timbre. Elle est considérée aujourd'hui comme une forme de poésie moderne. C'est très joli. C'est très joli ce qu'ils nous ont proposé. Merci beaucoup Wikipédia. Tous les deux, Laurent, on est musiciens. On s'est connus, on peut dire, grâce à la musique. Oui. Enfin, on peut le dire, on veut le dire. Ouais, mais disons-le. Mais disons-le, on s'est connus grâce à la musique. Et comme tu es musicien, j'aimerais te demander, qu'est-ce que toi tu recherches en étant musicien ? Je cherche à... Bon, pour moi, la musique, c'est vraiment un domaine qui me fait, qui me fait procurer des émotions et des sensations qui sont uniques à la musique. C'est-à-dire que c'est un truc que je ne peux pas retrouver dans une relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale, amoureuse ou avec la famille. Il se passe vraiment un truc au niveau du ressenti. Alors, je parle de quand je joue de la musique, mais c'est aussi vrai quand j'en écoute. Mais pour moi, c'est vraiment un refuge qui me permet de... C'est un peu comme quand tu vas la tête sous l'eau et tu as l'impression d'être dans un autre monde, tu vois, par rapport au son et à tout. T'es plus dans la réalité. Et bien en fait, moi, la musique, c'est ça en fait. En tant que musicien. En tant que musicien. Bah, quand tu joues, tu ressens ça. Ouais. Je ressens comme si quand tu mets la tête sous l'eau, en fait, t'es vraiment dans un autre monde qui a pas les mêmes... t'as pas les mêmes repères, t'as pas... voilà. Et est-ce que c'est des sensations que tu peux ressentir avec autre chose que de la musique ? C'est-à-dire avec, par exemple, du cinéma, de la lecture, de la peinture, enfin, toi, autre chose de culturel, ou c'est vraiment très
propre à la musique. C'est propre à la musique parce que là, du coup, j'imaginais plus quand moi j'en fais et même quand j'en crée. Et du coup, c'est vraiment un truc. Voilà, après, j'écris pas des films, j'en tourne pas, ou j'écris pas des livres. Mais j'imagine que c'est les mêmes sortes d'émotions que ça pourrait me procurer si jamais j'étais réal ou j'étais comédien ou si j'étais écrivain. Ça te permet vraiment d'être dans un monde vraiment singulier, enfin particulier, quoi, que tu peux trouver que qu'en le faisant, quoi, dans ce domaine-là particulier. Donc tu recherches en fait à être dans ta bulle en faisant de la musique. Ouais. Et je recherche des fois à exprimer des choses que je peux pas exprimer avec des mots ou que même j'arrive pas à exprimer par une émotion en particulier. Mais en fait, le fait et ça me le fait souvent quand je crée de la musique avant, quand j'avais un de mes précédents groupes, on en a parlé, je pense, dans des épisodes précédents, où vraiment, quand j'étais pas bien, je me réfugiais dans la musique et dans la création, quoi. Donc, où je partais. Et en fait, tu sais pas trop où tu vas, c'est ça qui est dingue. Tu sais pas trop où tu vas, tu commences à jouer 2-3 notes, et puis tu as un truc qui te vient soudainement, et tu as un truc qui se crée comme ça un petit peu tout seul, et qui c'est une sensation assez folle, quoi. Genre, une heure avant, tu n'avais rien qui existait, puis 2 heures après, tu fais play, tu as une musique qui est sortie de ta tête, et en fait, tu peux l'écouter. Aujourd'hui, à l'époque c'était plus difficile, ça mettait un peu plus de temps parce que j'avais un ordi de merde mais je faisais quand même du home studio, quoi. Ah, tu sais comme je faisais quand même du home studio. T'as commencé en faisant du home studio dès le début ou t'as pu au début tu faisais comme tout le monde, on galérait en faisant nos riffs de guitare? Non, le premier moyen que j'avais, c'était un moyen un petit peu archaïque mais qui fonctionnait. Donc j'avais une chaîne hi-fi avec 2 lecteurs cassettes. Je prenais une première cassette, j'enregistrais une première partie, par exemple une batterie. Et quand je finissais, je rembobinais, donc je remettais au début de mon enregistrement. Je mettais la cassette dans l'autre lecteur, le lecteur B. Je mettais une nouvelle cassette dans le premier. Et en fait, j'enregistrais en faisant play de la première cassette, donc ça rejouait mon truc de batterie. Et je pouvais aussi enregistrer un micro en même temps. Donc sur la nouvelle cassette que j'avais insérée, ça enregistrait à la fois ma première partie de batterie et la basse que j'allais jouer par-dessus. Une fois que j'avais fini ma basse, je rembobinais, même manip, avec une autre cassette. Donc j'utilisais 40 000 cassettes pour arriver à faire des trucs, mais j'arrivais à empiler les trucs. Alors c'était dégueulasse, mais ça me permettait d'avoir un premier aperçu du truc que j'avais créé. Et j'y passais des heures et des heures, quoi. Le temps et l'espace n'existaient plus. Vraiment, j'étais plus dans le mental, alors, en tant qu'hypersensible, je ne savais pas à l'époque que j'étais hypersensible, mais en fait, je m'étais rendu compte que faire de la musique, ça m'empêchait de penser. Enfin, je l'avais pas vraiment formalisé comme ça, mais ça me faisait me sentir bien, en fait, et apaisé. Bah, en fait, c'est ce qu'on disait. On disait que ça nous mettait dans notre bulle. Et c'est ça. Oui, l'image, elle est très parlante. Et c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, toi, quand tu en écoutes de la musique, est-ce que tu as une attente particulière? Est-ce que tu recherches quelque chose en écoutant de la musique? Ouais. Alors, il y a des fois où je me sens très triste et nostalgique. Je vais amplifier ce sentiment en écoutant des musiques qui te font, tu vois, qui propagent un peu ces émotions-là, tu vois, de mélancolie et de tristesse, et ça va vraiment me faire ressentir l'émotion encore plus forte. Et après, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que quand je me sens pas très bien, je vais mettre une playlist en mode happiness, un truc très solaire avec que des musiques, tu vois. Par exemple, je pense au premier confinement, c'est ce que je faisais en fait. Et c'est là où il y a la chanson un peu de Weeknd qui était sortie. Et du coup, cette chanson, à chaque fois que je l'écoutais, ça me mettait un espèce de soleil. Ça mettait du soleil dans mon corps, yeah man, Rastafari, ja. Aucun rapport, hein, mais j'avais envie de le placer. Je l'ai placé. Ce sera coupé en montage. Oui, évidemment. Et donc, du coup, tu vois, ces playlists-là, ça me permettait de me générer vraiment ma propre émotion, et ça me sortir des moments plus compliqués. Et même des fois, quand t'es un peu souvent, des trucs qui m'arrivent pour faire le ménage, par exemple, et que j'ai pas trop envie, tu vois, que je suis pas motivé. Je mets même une espèce de truc qui poutre, là, comme musique, genre un bon gros métal ou un bon vieux rage, tu vois, un truc qui poutre bien. Et là, ça me file l'énergie de faire le ménage et de. Enfin voilà. Et souvent, ouais, ça me permet de faire le plein d'une certaine énergie qui est manquante, ou alors d'amplifier notre énergie que j'ai déjà, quoi. Ah, c'est marrant parce que moi, je suis d'accord pour le côté amplifié. C'est un truc que je fais. Mais en fait, souvent, alors moi, j'écoute pas beaucoup de musique très happy. Ouais. Justement, je n'écoute vraiment même pas du tout.
Et mais par contre, j'écoute beaucoup, exclusivement de morceaux mélancoliques ou tristes. Et en fait, plus je suis triste, plus je vais chercher des trucs très profonds, dark. Et je me dis, en fait, des fois, j'écoute des morceaux, je suis sa vie, elle est tellement plus pourrie que la mienne. Ouais. Mais j'arrive pas. Ouais, mais j'arrive pas, par exemple, à me dire, je vais pas bien, je vais écouter un truc happy. Ouais. Je n'arrive pas à vouloir switcher de trucs parce que en fait j'ai juste pas bien et j'ai aucune envie d'avoir un mec qui fait du funk à côté de moi quoi. Tu vois, non mais j'ai pas envie d'entendre du truc un peu happy, un truc quoi. Qui swing ouais pas du tout. Alors que c'est fou, alors que moi vraiment c'est pas un truc que je fais dessus, tu vois, mais quand je vois que je me traîne un état d'esprit pas très cool depuis un petit moment et que je sais pas trop comment en sortir, souvent ça commence par la musique, en me disant allez, essaie de mettre un truc qui musicalement et un peu solaire, un peu positif, et souvent c'est ma première accroche pour me relever, quoi, si tu veux. Ah, c'est cool. Mais moi j'ai un peu ça avec la colère aussi, quand je me sens pas bien ou que je suis un peu vénère, ouais, je mets un gros truc de bourrin, quoi. Ouais. Mais vraiment, mais c'est vrai que ça va mieux. Il y a un vrai côté, justement on en parlait dans l'intro, un vrai côté exutoire dans la musique. Et même moi en tant que musicien, c'est aussi ce que je recherche aussi, tu vois, même sur scène, c'est déjà de tout donner. C'est-à-dire que moi, sur scène, plus je transpire, parce que vraiment, quand je faisais du métal, je bougeais vraiment beaucoup, et plus je transpire, et plus j'ai mal, et puis je me dis, tu ressens encore la douleur, c'est pas normal, il faut que tu ailles encore plus loin, quoi. Et des fois, j'avais vraiment besoin, même en répète, tu vois, en répète, je sortais, mais j'étais en nage, quoi, parce que j'avais vraiment ce côté exutoire. Et aujourd'hui, moi qui n'ai plus de groupe, je sens que j'ai un déséquilibre. Je sens que ça me manque justement de... Alors d'autres, ça va être la boxe, d'autres, ça va être un peu d'autres sports, ou ça va être d'autres choses, ou au contraire, il y en a plein qui ont besoin comme exutoire d'un truc de détente. Ça peut être... j'ai des potes qui font du dessin ou de la peinture, tu vois, et eux, ça les détend, ou même des puzzles, tout ça. Mais alors moi, j'adore faire des puzzles aussi, mais j'ai besoin aussi d'extérioriser une certaine colère. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de métal, même si c'est pas la musique que j'écoute principalement. Aujourd'hui, maintenant, je fais de la pop en plus, mais je trouve que le métal a un vrai côté exutoire et défouloir qui fait du bien, quoi. Et sur scène, moi, en tant que musicien, c'est aussi ce que je cherche, et moi, me lâcher et faire que les autres se lâchent aussi. Quand tu es sur scène et que tu as ton public, moi, je fixe en général, quand je joue, je fixe un mec qui pas trop là-dedans, tu vois, que je sens qu'il et je dis mais toi je veux que tu te déchaînes, quoi, si tu veux, tu vois. Donc c'est que c'était un peu ce côté là. Donc de temps en temps, en fait, quand je joue, je prends 2 personnes en référence. C'est mes références, c'est quelqu'un qui kiffe. Comme ça, si j'ai besoin de raccrocher, il me faut de l'énergie, je vais piocher l'énergie de cette chez ce mec là, et je vais le transmettre au mec à côté où je sens que lui il est un peu moyen. Donc je vais tout faire pour que lui kiffe, en fait. Et donc je trouve que moi, en tant que musicien, je cherche aussi à faire passer des émotions et des messages grâce au concert. Non, c'est clair que c'est un truc qui, comme tu dis, actuellement, pareil, j'avais 2 projets, j'en ai plus qu'un, et on joue très peu depuis le Covid. Le Covid a aussi pas mal, n'a pas aidé dans le développement des projets, on va dire. Mais j'avais cette sensation avec Rose et les autres groupes, les groupes où j'étais à la batterie. J'avais vraiment ce truc aussi, cet exutoire, tu vois, et je me rappelle même très souvent, même en répète des fois, de fermer les yeux, en fait, et de jouer, de fermer les yeux, et même des fois de le faire en concert, tu sais, et d'être vraiment dans une bulle, mais qui est encore plus prononcée que celle quand tu fais ton home studio chez toi, que tu es tout seul, tu crées ton truc, quoi, si tu veux. Sûr. Et des fois, tu rouvres les yeux et poum, tu es sur scène, tu as des projos, tu as des gens qui sont là, tu as des gens qui bougent la tête, et la sensation que ça procure, ça, elle est, là aussi, elle est unique à ça, quoi. En fait, il y a rien, à mon sens, il y a rien d'autre, enfin, du moins, je n'ai rien trouvé d'autre qui arrivait à me faire procurer ce genre de... Cette transe. Cette transe, cette transe qui, en plus, tu la communiques aux autres, quoi. Et tu vois souvent l'évolution de la réaction du public au début du concert, à la fin du concert. Et très souvent, c'est plutôt les gens... Enfin, dans le rock ici, du moins en France, les gens sont plutôt des diesels, quoi. C'est-à-dire, ça commence un peu, ils sont au bar, et puis au bout d'un moment, tu es obligé de leur dire venez, rapprochez-vous. Enfin, voilà. Et après, quand tu arrives à créer cette connexion-là et qu'à la fin, ils sont tous fous, mais tu avais presque envie de te dire putain, pourquoi vous n'étiez pas fous dès le début, tu vois. On serait monté encore plus haut dans le truc. Mais c'est normal, moi, le premier, quand je vais voir des concerts, je suis pas en mode devant, tu vois, en train de
Ça dépend le nombre de bières qu'il y a dans ouais. le corps. Mais c'est vrai on est d'accord que ça aide à faire partir la fusée. Si t'es plus en diesel, t'as mis le starter là. Du coup, c'est que je me souviens de quand je faisais partie de l'association Marche ou Crée, on organisait des concerts et un festival. Et en fait, on avait fait jouer un groupe de post-rock. Il n'y a pas de chant. Et on a fait jouer ce groupe de post-rock dans une sorte de fête de village ou dans le Gers. Et il y avait que des rugbyman, toi, des mecs. Il y avait des musiciens, mais il y avait surtout le. Tu vois, demi-lieu quand même. Ouais. De base, tu te dis, c'est pas. Tu dis ça va pas marcher. Not match. Tu dis ça va pas marcher. Ils ont joué. Et là, je te jure que même les rugbyman, ce que tu peux te dire, les clichés qui écoutent les chansons paillardes, qui écoutent de Michel Sardou, du Connemara. Ils se sont tous arrêtés de parler autour de la buvette. Ils se sont tous retournés. Ils ont regardé le concert bouche bée, tout le concert. Tellement ça les a transportés. Et nous ont dit, putain, mais je n'ai jamais écouté ça. Et ça nous a... C'était ouf, quoi. Donc c'est là aussi, ça peut être... Où c'est intéressant, c'est d'arriver à... Pas à changer les gens, pas à ce niveau-là, pour cet exemple-là. Mais tu peux arriver à les interpeller, à capter leur attention sur un truc qui, de base... Ouais, et tu peux leur faire ressentir des choses qu'ils n'imaginaient pas pouvoir ressentir. Parce qu'ils nous ont dit, ils ont eu des frissons, en fait, c'était assez incroyable, quoi, comme truc. Et c'est là où je dis aussi que la musique, ça relie les gens aussi, quoi. C'est assez ouf, quoi. T'as commencé à quel âge, toi, la musique, sans transition? Alors, sans transition, j'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans. 5 ans? Ouais, parce que du coup, mon grand frère, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. N'hésitez pas à aller les écouter, ils sont dispo sur les internets. Était batteur, déjà. Donc, pareil, c'était en fait nos parents qui nous avaient inscrits. Ils voulaient qu'on fasse un instrument de musique et un sport, donc bon voilà. Mon frère avait choisi la batterie, puis quelques temps après, quand c'était mon tour, du coup il y avait déjà une batterie à la maison, ça me parlait déjà, donc j'ai commencé la batterie en école de musique. Et j'ai joué dans diverses formations, plutôt une formation classique, tu vois, le cours de batterie c'était plus des trucs de jazz que j'apprenais, enfin voilà. J'ai joué avec des orchestres aussi, où j'étais percussionniste, batteur, j'ai joué avec des gros trucs, des grosses formations. Donc voilà, commencé la batterie à l'âge de 5 ans et ensuite arrivé l'âge du lycée. J'ai même pris 2 ans de trompette aussi, attention. Je tiens à préciser, je suis un grand trompettiste. Attends Laurent, est-ce que... Allez, on va envoyer une petite anecdote sympathique. Je te laisse, vas-y. Non, c'est pas une anecdote, c'est que j'aimerais vraiment que tu nous parles de trompette. On fait un enregistrement sonore. Grâce à la magie du montage, je suis sûr qu'on peut même pas remarquer que tu allais chercher ta trompette et que tu nous fasses un petit air de trompette. Ah ouais. Mais là maintenant, de suite. Là t'y vas et je claque des doigts et tu nous fais un air de trompette à la fin je claque des doigts. Hey, pas mal. Alors je précise que Laurent a mis ses gants pour jouer la trompette. On vous montrerait des images des gants de Laurent. Donc 2 ans de trompette. Voilà, ça se voit. J'ai pu acquérir un certain niveau technique. Mais quel talent, Laurent. Merci. Mais alors pourquoi la batterie? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste parce que c'était ton frère qui a fait de la batterie ou est-ce que toi tu sens que c'est un instrument qui te correspond? Y a beaucoup du fait que c'était mon frère qui jouait déjà de la batterie et que c'était ma référence et mon idole. Du coup, il faisait de la batterie. Je me suis dit, tu vas faire de la batterie aussi. Mais très vite, je me suis retrouvé dans cet instrument. Enfin, très vite, je me suis dit que c'était un truc qui était fait pour moi. Dans la façon de ressentir, tu vois, le groove, l'énergie, tu vois, vraiment d'être la fondation en fait du groupe, quoi. Tu vois, la base rythmique, d'être le mec qui pose le tempo, quoi. Tu vois. Tout le monde après vient tricoter, faire ses trucs. Ah ouais, voilà. C'est la vision que j'en ai. C'est un art qui est assez à part. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais au début, que c'est des sensations que tu peux vivre que grâce à ça. Moi, il y a des musiques que j'écoute en boucle, mais des fois, toute l'après-mmidi, je mets un morceau, je mets en boucle, parce que mais ça me transporte de fou. Mais tu sens des trucs. Mais on peut parler de méditation ou tout ce que tu veux, mais moi, je peux m'allonger sur un lit, écouter un morceau vachement dark ou down ou machin, mais juste planer et tu sors de là, tu fais waouh. Ouais. Et moi, j'ai le même truc souvent quand j'écoute un album et qu'il y a une chanson qui me touche.
je vais l'écouter comme un gros geek, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et là, la dernière en date, c'est sur un album de Biffy Clyro, qui est un trio écossais. C'est sorti, ils l'ont sorti juste au moment du confinement, donc ça a fait un peu bob rap, tu vois, c'est passé un peu enfin, c'est passé à l'as un peu, parce que c'est pas la période où il fallait sortir un album. Donc cet album, il n'a pas forcément été très très connu, ils en ont ressorti un autre derrière. Par contre, il y a une chanson là que je viens de découvrir, mais c'est tout récent, là, il y a 2 semaines. Je l'écoute en boucle, en permanence, et une espèce de mélodie de chant qui me transporte. Je sais pas, en fait, je sais pas le dire par mots, je sais pas te dire l'émotion que ça me procure. Mais il se passe un truc en moi dès que je l'écoute. Tu vois, c'est vraiment là qu'au niveau de, je sais pas, du plexus solaire, c'est passe vraiment un truc qui me transporte. Et je l'ai écouté, mais depuis la semaine dernière, mais 100 fois peut-être. Et moi, je dis, putain, les mecs qui pondent des morceaux comme ça me... Mais c'est pour ça qu'on voulait vous parler de la musique aujourd'hui, parce que c'est une thérapie quelque part, en fait, la musique. Ouais. Et ça peut soigner, quoi. D'ailleurs, ça existe, hein, la musicothérapie. Oui. Alors, je vais m'avancer, Laurent. Avance-toi. Allez, je prends des risques. On fera un épisode numéro 2 avec un ami qui est musicothérapeute. Tout à fait. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses à nous raconter sur ça. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un ami qui est un peu artiste, touche à tout. Car figurez-vous que le logo d'Eman Lambda... Non, c'est pas vrai. Si, je te le jure. C'est lui ? C'est lui. Et bien voilà, vous apprenez quelque chose. Incroyable. Voilà. Guillaume Virelode. Guillaume Virelode viendra faire un épisode avec nous sur la musicothérapie. Tout à fait. Et ce sera, je suis sûr, génial. Très enrichissant. Moi, j'aimerais parler un petit peu de mon entrée à la musique, si tu me le permets. Je te le permets. Moi, à la base, je suis pas musicien. Enfin, ma famille n'est pas musicien, personne. Et en fait, un jour, beaucoup de personnes se foutent de ma gueule quand je raconte ça, mais c'est vrai, j'ai vu un concert à la télé d'Indochine. Ouais. Voilà, on en pense qu'on veut. Moi, je suis tombé, mais des nues, quand j'ai vu ce concert. Je dis, attends. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Arrêtez-vous. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais enregistré sur une cassette. Ouais. Le truc, on parlait des cassettes. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, tapez cassette sur Google, vous verrez ce que c'est. Les VHS. Les VHS, ça. Les VHS. Ouais. Et du coup, j'ai regardé ce concert en boucle. Et là, je me suis dit, en fait, il y avait le guitariste qui s'appelle Oli Dessat. Et je me suis dit, je vais être comme lui. Parce qu'il avait un look métal, un peu rock, avec une mèche sur le côté, tout en noir, avec une shirt avec une tête de mort. Et puis il faisait des guitares un peu mystiques, un peu mystérieuses. Et je disais, comment ça claque. Donc je me suis dit, je veux faire de la musique. Et comme j'ai pas d'instrument de musique chez moi, j'allais dans les magasins, tu sais, genre Intermarché ou Leclerc, pour les citer. Et entre les packs d'eau, tu sais, il y a les sortes de lames de carton, mais un peu en bois, de copeaux de bois. Je sais pas si tu vois ce truc-là. Ouais. En fait, tu sais, t'as des packs d'eau dans le rayon haut, du coup. Et entre chaque plaque, t'as des grosses plaques en carton, en machin. Et ça, je l'ai chopé, parce qu'ils s'en foutaient, toi, il est jeté. Et en fait, je dessinais une fausse gratte dessus, que je découpais. Ouais. Et je prenais une bout de ficelle de la cuisine de la maison. Je me faisais une sangle. Et je faisais semblant de jouer comme ça, quoi. Et je l'ai pété à la fin. Parce que c'est du carton. Donc j'ai joué, en fait j'ai récupéré plein, donc j'avais plein de trucs comme ça, de cartons ou même des cartons à la maison. Je faisais des fausses guitares, je jouais, à la fin je les fracassais dans ma chambre en mode putain, ça y est, je suis un rocker et tout. C'est génial. Ouais, c'est génial, je suis vive le rock, quoi. C'est ça le rock. Ah ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Ah ouais, parce qu'à la base, il est pas fait pour ça. Donc je fracassais les guitares et là je me dis il faut que j'achète une guitare, quoi. Donc j'arrêtais pas d'en parler et j'ai un cousin qui m'a vendu sa guitare et là j'ai commencé la guitare. Mais par contre au collège, donc j'avais 13 ans, hein, donc t'as commencé à la guitare et pas à la basse. Voilà. Ok. J'ai commencé à la guitare et pas à la basse parce que pour moi je savais pas ce que c'était une basse en fait. Quand tu commences, il y a plein de gens qui font tout le monde voit une basse, c'est quoi cette guitare? Ouais, c'est quoi cette guitare, voilà. Mais c'est normal, mais même moi, je pense que même moi au début, je voyais pas, moi je voyais un guitariste qui jouait et je disais ouais, c'est stylé, donc je joue une guitare. Et donc j'ai acheté une guitare à mon cousin, 90 €. Cette guitare, mais vachement bien comme petit ampli et tout. Ouais. Et quand on est au collège, donc j'ai commencé la musique. Excuse-moi, je peux te poser une question sur la marque de l'ampli, est-ce que c'était un Rover? Alors non. Alors la marque de la guitare, je peux te la donner, c'était une Diarmond. Ok. Je sais pas si ça existe encore, Diarmond. Alors je sais que vous pouvez taper, vous trouvez quelques modèles qui traînent. Elle était
Elle est blanche. Je l'ai donnée à Anaïs, ma chanteuse. D'accord. La chanteuse du projet Le Type. Et donc je peux récupérer une photo de cette guitare. J'ai récupéré une photo de cette guitare et je vous la montrerai. J'avais une amie au collège qui, elle, avait une basse. Ouais. Et quand elle a sorti, on avait des cours de musique, mais nous on avait une chance exceptionnelle, c'est que notre prof de musique, déjà c'était le sosie de Gad Elmaleh. D'accord. Donc il signait des autographes au nom de Gad Elmaleh. Dans la rue, il nous a raconté qu'à Toulouse, il marchait et il signait des autographes au nom de Gad Elmaleh. Ouais. Et il s'appelait, je veux dire son nom parce que c'est un mec que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup apporté, et qui s'appelait Monsieur Michel, Benjamin Michel. Benjamin Michel, on t'embrasse. Benjamin Michel, on t'embrasse. Et c'était un mec exceptionnel qui nous a beaucoup appris, et je pense qu'il a poussé au fait que aujourd'hui je fais de la musique. D'accord. Mais vraiment. Et en fait, il est arrivé, je me rappelle, putain, premier cours, il dit allez, sortez vos flûtes. Il dit, vous voyez, maintenant on fait une note. Je dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que vous allez les ranger et je ne veux plus jamais entendre ça. Donc, vous voyez ces flûtes, voilà. Vous les prenez. Vous les flûtes. Vous les cassez en deux. Vous les cassez en deux. Vous foutez tout ça à la poubelle. À la poubelle et ça dégage. Donc il me rappelle, il avait fait ça. Il était super parce qu'il a dit, en arrière, aujourd'hui, cette année, je veux qu'on apprenne l'histoire du rock et du métal. C'était ouf quand même au collège. Entre ça et la prof d'allemand qui t'apprend du Rammstein, t'es bien tombé toi. Mais j'étais assez content de certains de mes profs. Et du coup, donc, il nous a fait écouter du Rammstein justement lui aussi. Il nous a fait écouter plein de groupes de rock. Et même, t'avais plein de gens en plus qui n'avaient rien à foutre du rock et du métal. Mais moi j'étais à fond, j'étais trop bien quoi. Ouais. Et il nous donnait entre midi et deux des cours de musique. Donc sur son temps libre, il dit entre midi et deux, au lieu de vous faire chier dans la cour, vous venez et je vous donne des cours de musique. Et donc moi j'arrivais avec ma guitare et j'avais du coup cet ami qui avait une basse. Et alors là, mes révélations quoi. Déjà physiquement, j'ai vu l'instrument, je me suis dit, oh, putain, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est assez gros, c'est assez imposant, et puis le son, c'est très rond, tu fais une note, ça te fait vibrer. Ouais. Et surtout, la première fois que vous prenez une basse, que vous la mettez autour du cou, et que vous faites une corde à vide, l'instrument vibre sur vous, sur votre ventre, et ça vous masse presque, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Les vibrations, c'est aussi tellement important qui correspondent à ce que tu joues, et que ça te fait vibrer, en fait, littéralement, quoi. Carrément. Et donc là, grosse révélation pour la basse, et du coup, j'ai switché à la basse. Ok. À ce moment-là, j'ai acheté une basse et comme j'ai jamais pris de cours d'instrument, et j'ai appris l'album de Marilyn Manson par cœur, Hollywood. Je suis allé, vas-y, j'apprends la basse, et j'ai lu les tablatures et ça a commencé comme ça, quoi, la musique. Et alors j'ai une autre question à te poser. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou pour la musique ? Qu'est-ce que moi j'ai fait de plus fou pour la musique, ou qu'est-ce que la musique m'a fait vivre de fou Moi par exemple, je te laisse réfléchir sur ça. Moi par exemple, j'ai arrêté mes études pour la musique. Ok. Donc j'avais fait mes études. J'étais dans un lycée un peu professionnel et j'aurais pu continuer plus loin parce que j'étais un des meilleurs au lycée pro. Par contre, j'étais une grosse merde au collège, mais pas entre au lycée pro, j'étais machin. Et j'ai dit non, je vais tout arrêter pour la musique parce que j'adore la musique. Et j'ai décidé de travailler, donc j'ai fait mon premier CDD à 17 ans. J'ai décidé de bosser pour la musique. Ok. Alors du coup, ma plus grosse prise de risque, entre guillemets, si on peut dire, lié à la musique, c'est donc j'ai un groupe qui s'appelle Goldarock. C'est un groupe qui s'est monté en 2012, et quand j'ai intégré ce groupe, la formation initiale, j'étais à la batterie. On avait un pote qui était à la guitare, à Juju, et en fait on a fait un concert dans cette config là, et l'année d'après on devait faire un autre concert, sauf que Juju a chopé des acouphènes, fait des trucs, il a été obligé d'arrêter tout ce qui était enfin, il pouvait plus faire de musique amplifiée. C'était juste pas possible. Il faisait la vaisselle, ça lui torturait tu vois, juste le bruit des assiettes, ça lui torturait Donc il a été obligé d'arrêter. Et en fait, on a proposé à Greg, du coup, de venir, qui est le guitariste chanteur de mon autre groupe où je suis à la batterie qui s'appelle Rose, de remplacer Juju à la guitare dans Goldarock. Et il était moyennement chaud pour reprendre des morceaux, tu vois, à la guitare sur ce projet-là, parce qu'il aussi remplaçait Juju dans un autre de ses groupes, ça faisait beaucoup pour lui. Et moi, déjà, ça faisait quelques temps que je jouais de la guitare, mais j'avais jamais eu de groupe à la guitare. Je m'étais jamais considéré guitariste, quoi. Et là, je me suis dit, allez, je vais proposer, parce que Greg joue de la batterie, donc je me suis dit, je vais lui proposer un deal, c'est-à-dire qu'il nous rejoigne un groupe, mais pas à la guitare et à la batterie, comme ça il aura un groupe où lui, il sera batteur, parce qu'il est aussi batteur, très bon batteur. Et moi, je sors de ma zone de confort, là, caché derrière mes fûts. Je vais sur le devant de la scène et je me mets à la guitare, alors que je trouvais que j'avais un niveau absolument pitoyable. Donc ça a été un gros défi, tu vois, gros challenge. Mais je peux te dire que le premier concert que j'ai fait à la guitare, j'ai redécouvert la musique.
Ah ouais. Parce que je me suis dit, mec, putain, tu peux jouer et bouger en même temps. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, que nous, on n'a pas constance. Ouais. Parce que vous êtes assis. Du début à la fin du concert, on est assis derrière. Alors, ne faites jamais la batterie parce que vous devez arriver 3 heures avant tous les autres. Vous prenez tout le matos, une grosse voiture, il faut installer tout le bordel. Les guitaristes et chanteurs, ça arrive en dernier. Ensuite, il faut le concert, ça va signer les autographes à droite à gauche pendant que toi, tu rajoutes ton truc et t'arrives, il n'y a plus personne. Voilà, ne faites pas la batterie. Non, je déconne. Mais il faut le savoir, la batterie, ça se passe vraiment comme ça. Donc, choisissez bien. Et puis les voisins, c'est compliqué quand tu bosses chez toi. Ouais, aussi. Mais du coup, voilà, j'ai découvert des nouvelles sensations à la guitare, de me dire, j'avais l'impression d'être un guitar héros, tu vois. Le fait de pouvoir bouger, en plus, dans Goldarock, on est déguisé, donc c'est un groupe second degré, donc c'était une prise de risque assez modérée, parce que même si je fous des gros pains avec Goldarock, ben on s'en fout, on n'est pas sérieux. Tu sais, mec, je suis en collant bleu déguisé en Dragon Ball, si je fais un pain, tu vois, c'est... Et la plus forte émotion que j'ai vécue grâce à la musique, qui était complètement dingue, c'est aussi avec ce groupe-là, donc c'est pour ça que je place cette anecdote à la suite de ce passage-là. C'est qu'avec Goldarock, donc on a joué dans une convention qui s'appelle Polymanga, donc on joue souvent dans les conventions geek, jeux vidéo, manga, etc. Donc on a joué à une convention qui s'appelle Polymanga, qui a lieu à Montreux en Suisse, et on a joué à l'auditorium Stravinsky. 1500 places, la salle tout en bois, un truc où t'as Prince qui a joué, t'as Deep Purple qui a joué, t'as Queen qui a joué là-bas, Muse et Goldarock. Voilà, il faut le savoir. Là, c'est écrit dans le programme, il y a écrit Queen, Prince, Goldarock. Ouais. Voilà. Mais Goldarock en plus gros par contre. Hein. Oui, évidemment. Voilà, évidemment. Et c'est pour ça que vous avez un grand nom pour qu'on vous voit. Ouais, voilà, parce que Prince, c'est tout petit. Voilà, et Goldarock. Exactement. Et en fait, on a joué donc 2 jours d'affilée. À chaque fois, il y avait quasiment 1500 personnes le premier soir et 1500 le deuxième. Et je me rappelle où on a joué un morceau, c'est ce qui s'appelle Les Mondes Engloutis. C'est un dessin animé qui a une BO qui est absolument fabuleuse, qui est un truc très très doux, très planant. Et on a demandé à tout le monde d'allumer leur portable, tu vois, dans la salle et de faire ça. Et j'étais en train de jouer le morceau et là, tu vois un univers devant toi qui est en train de se déplacer en fait. Est-ce que ça faisait des étoiles? Ça faisait des étoiles partout et je te jure, j'étais en train de jouer le morceau, je me suis déconnecté de tout et j'ai commencé à chialer en jouant. Alors que j'étais Goldarock, tu fais les cons, t'es déguisé en Dragon Ball, tout ça. Mais le truc que ça m'a... Tu vois, rien que d'en parler, ça me file les poils et j'ai les larmes qui montent. Ouais, c'est vrai, je vois. C'est une sensation mais de dingue, je me rappellerai toute ma vie, quoi, de cette salle, tu vois, 1500 personnes, des lumières qui sont en train de bouger de partout, tu te dis, mais waouh, putain, mais j'ai fait la musique, mais à aucun moment, quand je pouvais penser, imaginer que je puisse vivre ça, quoi, en fait. C'est malade, c'est un truc de dingue. Voilà. Ça c'est fou, ouais. Et justement, c'est les mecs de Gojira qui en parlaient et qui disaient que ça leur arrive des fois en concert, ils sont sur une fin de morceau, sur un moment où ils sont très ambiants, ils sont lancés, et en fait, ils se regardent ou même pas, et ils comprennent qu'il faut encore faire des boucles. Et qui continue. Et au lieu d'arrêter le morceau au bout de 8 mesures, en fait, il se regarde et il fait non, mais encore quoi. Et en fait, il continue et il disait, Joe, dans une interview, je crois que c'est sur France Inter, il disait que, en fait, il s'est arrivé de chialer quoi. Et il joue en boucle le truc et t'es dans une transe et puis c'est arrivé de chialer et d'être dans un univers à part et d'être déconnecté de la vie quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf quoi. Tu sais plus. Tu sais plus où t'es, quand t'as commencé le concert, qu'est-ce que t'as fait avant, qu'est-ce que tu vas faire après. T'es vraiment dans un truc suspendu, quoi. Ouais, c'est ça. Le temps est suspendu. Le temps est suspendu et vraiment, ça revient les premières images que j'ai données quand tu mets la tête sous l'eau, quoi. T'es dans un truc parallèle, en fait. Je pense qu'il faut le vivre pour arriver à l'eau. Ça peut pas s'expliquer avec des mots, mais en essayant du mieux qu'on peut, c'est ça que je peux dire. Ouais. Moi, c'est ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que la musique, en fait, en écoutant, ou même en jouant, mais même juste en écoutant, sans forcément, on va pas vous dire d'apprendre un instrument ou quelque chose comme ça, mais si vous ressentez des émotions à un certain moment, et si vous avez besoin d'aller mieux ou d'écouter quelque chose qui peut appuyer peut-être ces émotions, parce que des fois on est content, on a juste envie d'appuyer encore un peu plus, mettre un boost, c'est ça. Tu sais, comme sur ta guitare, tu mets un petit boost, en fait juste écoutez les bons morceaux, trouvez-vous des playlists, Spotify fait des très bonnes playlists, tout ça, donc moi j'aimerais vous donner ce premier conseil qui est d'écouter vraiment des musiques et de prendre sérieusement, au sérieux,
vraiment au sérieux la musique, que c'est pas juste un truc qu'on écoute comme ça, c'est pas juste que... Oui, pour combler du vide, voilà, du blanc. C'est pas, voilà, souvent je le fais aussi pour combler un blanc. On le fait, ouais, bien sûr. Avoir une musique de fond quand tu fais quelque chose, parce que des fois le silence c'est angoissant. Mais si vous devez investir un bon petit casque, un casque assez fidèle, allongez-vous dans votre lit et écoutez des trucs, et là vous allez voir que vous allez voyager mais sans bouger. Et ça c'est assez fabuleux. Et moi, une deuxième chose que la musique m'a apporté et qui a vraiment changé ma vie. J'en ai parlé parce que j'ai fait une conférence il y a pas longtemps à Sorbonne. Or, comment je l'ai glissé. J'adore glisser sur l'info. Sébastien Durand, tu as fait une conférence à la Sorbonne. Ah bon? Tu veux dire la Sorbonne? La Sorbonne? Université. Sorbonne, université. Sorbonne, université. Sorbonne, université. Et c'était un des thèmes justement que je voulais parler, c'était de comment la culture et la musique, ou même l'art, a pu transformer ma vie. Moi, en étant très renfermé, et je raconte cette blague-là, j'ai raconté cette blague-là, qui est une blague de Florence Mendes, qui est une humoriste que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui, elle aussi, est autiste, et elle disait, moi, mes parents, pour me punir, ils me sortaient du coin. Tu sais, au lieu de t'envoyer au coin, t'es puni au coin, et ils me sortaient du coin pour me confronter aux gens. Et donc j'étais vraiment, c'est juste, je vous dis ça pour vous représenter un peu comment j'étais, toujours seul, toujours très solitaire. Mais quand tu pars en tournée dans un camion avec 5 personnes, 5-6 personnes, tu voyages, que tu rencontres des musiciens, tu voyages, la musique m'a décuplé mes facultés sociales, mais de malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus timide. Je suis beaucoup moins timide en tout cas. Je ne dis pas que je suis plus timide, mais je suis beaucoup moins timide en tout cas. Et je suis beaucoup plus à l'aise socialement grâce à la musique en fait. Parce que j'ai pu rencontrer des gens, donc confronter, vivre en communauté, parce que tu fais des répètes, tu fais des résidences, tu fais des concerts, tu prépares tout ça. Et du studio, et donc du coup forcément tu apprends la patience parce qu'il faut apprendre le temps de bosser tes morceaux. Quand tu fais du studio, c'est long et il faut prendre le temps, donc déjà ça te permet de bosser sur ta patience et surtout de décupler à fond tes capacités sociales. Donc moi c'était un point aussi, la musique elle était importante pour moi. C'est grâce à ça que j'ai pu sortir un peu de ma zone de confort, de ma bulle, et de me confronter aux gens, au monde, à la tournée, cette ambiance-là, de faire des concerts, de rencontrer des musiciens, des artistes, de discuter à table dans le camion pendant 8 heures de route, discuter avec les musiciens. C'est juste incroyable et c'est des expériences de vie assez ouf. Exactement. Et du coup, je pense que toi, la proportion, c'est aussi la même. Je l'ai pas, là, je fais ça un peu à l'arrache, je l'ai pas vraiment calculé, mais je pense que 80% de mon entourage, des gens que je fréquente aujourd'hui, je les connais grâce à la musique. 80% de ce que je fais, des moments que je vis, des gens que j'ai rencontrés, en fait, si j'avais pas fait de la musique à 5 ans, je connaîtrais pas tous ces gens. Ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais eu la chance de les rencontrer autrement et de vivre des moments aussi. Quand tu parles des tournées, moi j'ai des souvenirs avec notamment avec Goldarock, parce qu'on va jouer souvent assez loin, donc on a toujours on vit des moments où au-delà du concert en lui-même, qui des fois les concerts ils sont un peu finalement pas si top que ça, parce que des fois t'as pas les conditions techniques ou t'étais pas dedans, ou bref, mais par contre tous les moments qui entourent ce concert, le moment où tu pars dans le camion, les arrêts, qu'est-ce qu'on rigole, je te jure, c'est vraiment une thérapie quoi. Tu vas pas bien, tu fais un petit conseil, si vous allez pas bien, faites une tournée. Vous faites une tournée avec Goldarock, voilà, vous nous suivez, avec vous. Mais rendez-vous, dites que vous êtes photographe, dites que vous faites un petit reportage. On s'en fout. Et vous partez, ils vous prennent. Venez avec nous, voilà, vous porterez les perruques, au pire, on trouvera un truc quoi. Et non mais vraiment, ça nous fait un bien fou, mais un bien fou. Et des fois, tu sais, on se pose la question de se dire, ah ouais, mais pourquoi on fait ça? Tu sais, quand t'as pas de plan, t'as pas de concert, et puis il suffit que tu fasses un concert, et tu te dis, ouais, c'est pour ça que je fais de la musique, en fait. C'est vivre ces moments-là, quoi. Parce que c'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à en vivre, et que c'est compliqué, et qu'on bosse beaucoup pour très très peu d'efforts, on dépense beaucoup d'argent entre les répètes, les studios, tout ça. Et des fois, il y a de quoi te blaser, quoi. Exactement. Et puis, on va revenir encore à un truc qu'on a souvent dit, mais il faut se rappeler que tu fais les choses par plaisir, quoi. Et quand le danger, enfin, que moi j'ai connu, où j'ai failli m'éloigner de la musique, justement, c'est quand on a essayé de se professionnaliser. Et voilà, c'est pareil, c'est un sujet, on en a déjà parlé, mais à la fin, tu fais tout sauf de la musique, quoi. Et c'est tellement frustrant et tellement, tu laisses une énergie de dingue et t'as l'impression d'être
d'être trahi par la musique. Tu sais, tu te dis, mais non, la musique, tu peux pas me faire ça, quoi. Tu vois, c'est... Mais t'amènes une telle importance du truc. Et cette sensation de tourner, moi, je l'ai dans les tournages aussi. Justement, de court-métrage, tu sais, quand ça m'arrive de partir une semaine, je crois cet été, je suis parti une semaine en Bretagne pour faire un court-métrage. Mais en fait, ou même il y a quelques années, j'ai fait pareil 4 jours dans un château, je sais plus où, à côté de Paris. Et en fait, moi, ce que je kiffe, c'est limite, c'est plus ce micro-univers que tu crées, ce micro-monde, cette micro-famille que tu crées le temps de 2, 3, une semaine, 3-4 jours. On sait pas, en fait, le temps que ça dure, le tournage. Et là, quand j'ai fait mon dernier film, c'était pour le Nikon Festival. Et en fait, on a fait 3-4 films, on a fait 4 films en tout. Donc, quasiment tout d'affilée, et juste vivre ce moment-là, sans forcément, je parle même pas du tournage, mais tout le à côté, de bouffer ensemble, de se boire des cafés, de rigoler, de triper, de faire les cons, c'est juste fabuleux, et c'est ravigorant. J'allais dire nourrissant, c'est tellement nourrissant, quoi. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, je pense que mes fréquentations, je pense, à Toulouse, sont à peu près 100% dues à la musique. Mais vraiment, je pense que j'ai très peu... Je vois pas d'autres trucs que la musique. Moi, j'ai encore en fait, moi, j'ai les amis d'enfance ou ceux que j'ai connus à l'école. Avec 95 alors. Et la musique. Et au milieu, il y a très très peu de place à des gens que j'ai rencontrés hors de ces cadres-là. Et après, à Paris, par contre, non, parce que moi, je suis dans le milieu de la vidéo. Donc, je pense que c'est plus la vidéo, mais c'est l'art. C'est la culture, et c'est cette passion en commun, que ce soit pour la musique, soit pour les films, ou la vidéo en général, ou les photos, qui fait que moi, c'est... qui ont créé mon entourage, en tout cas, qui m'ont forgé. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à la musique. Est-ce que toi, il y a des morceaux de musique qui évoquent des relations, des personnes, des périodes de ta vie, et quand tu les écoutes, vraiment qui sont associés, tu écoutes une musique, et comme des fois tu peux sentir un parfum et ça te ramène dans le passé? Tout à fait. Est-ce que la musique aussi est aussi associée à des moments, des musiques en particulier ou... Tout à fait. J'en avais parlé... je sais plus sur lequel épisode. C'était avant que tu partes à Paris. Avant que je parte à Paris, j'avais un morceau de Kerry James qui s'appelle Ailleurs. J'ai un morceau qui s'appelle Tu connais, du groupe Volo, qui m'évoque pas mal, que j'ai écouté beaucoup avec une ex, et qui est un morceau qu'on adorait. Donc Volo, alors pas Volo, pas le projet, mais au moins ce morceau-là, Tu connais. Qui m'évoque, quand je l'écoute, j'ai forcément cette image en tête. J'ai un morceau de Slipknot qui s'appelle Vermilion. D'accord. Et j'ai créé à l'époque mon entreprise qui s'appelait Vermilion. D'accord. Et c'est carrément un hommage parce que c'est un morceau qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute, qui parle de la dépression. Et il a une phrase que je voulais me tatouer, son dernier refrain, et il commence en disant « I'm a slave and I am the master ». Donc je suis l'esclave et je suis le maître. Donc ça parle de son rapport. Il met en métaphore sa dépression par une femme. D'accord. Donc, toi, il parle de sa dépression comme si c'était une femme. Et c'est c'est un morceau, moi, qui me bouleverse. Et je l'ai appris la semaine dernière à la guitare. Donc c'est vraiment moi un morceau que j'écoute en boucle, qui peut m'évoquer ça. Après, moi j'ai de faire un petit hommage aux copains et parler de Mano, de La Vallée de Dana ou de Ève lève-toi, qui sont des morceaux surtout la Vallée de Dana avec Sarah et Guillaume et Sandrine, qui sont qui sont c'est ma famille, c'est la famille, hein, je sais même pas pourquoi on dit les potes à chaque fois, on parle de la famille, et qui quand j'écoute ce morceau là, même quand je suis chez moi en soirée n'importe où, ou quand je suis dans je pense à eux, j'ai un gros coup de nostalgie dans la gueule et de bonheur. C'est un côté puissant aussi de la musique, et qui n'est pas forcément le premier truc auquel tu penses quand tu penses musique, mais c'est vrai. Mais il y a ça aussi avec des films, hein, tu sais. Moi je sais qu'il y a des films justement, par exemple Peak of Destiny de Tenacious D. J'ai vu ce film? Non. T'as pas vu Peak of Destiny? Non. Le pic du destin, le médiateur du destin, avec Jack Black et sur Tenacious D? Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard, parce que ça a certainement très mal vieilli. Mais c'est un film que j'ai, pareil, quand je l'ai vu plusieurs fois avec mon ex aussi, là, que je parlais tout à l'heure. Et quand j'entends parler de ce film, ou dès que je vois ce médiator, parce que je l'avais acheté en gros médiator, là, je pense ça te replonge. Ça pense cette période-là, mais qui n'est pas triste. Hein, non, c'est pas forcément des moments tristes, ça raccroche pas des moments tristes. Non. Donc, bien sûr, il y a des musiques, effectivement, qui me font penser à des moments
ou à des personnes. Et souvent, j'associe des groupes à des moments de ma vie. Donc c'est pour ça que je fais attention souvent à ce que j'écoute, à quel moment, parce qu'il y a peut-être des trucs que je pourrais plus écouter. Et ou des trucs, quand je vais écouter, je vais me rappeler. Je sais qu'au collège, j'écoutais Lacuna Coil à fond. Donc je sais que maintenant, quand j'écoute Lacuna Coil, je me revois en train de marcher. À chaque fois que j'écoute Lacuna Coil, qui est un groupe de sympho-metal italien, dès que j'écoute un morceau, je me revois marcher de l'arrêt de bus jusqu'à chez moi en coupant à travers par le champ, avec ça dans les oreilles. Et ça, à chaque fois. Et même, je faisais exprès, quand je descendais du bus scolaire, je mettais Lacuna Coil dans mes oreilles parce que c'était ce moment, ça devait être Lacuna Coil. C'est maintenant. Voilà, de l'arrêt de bus jusqu'à chez moi, en coupant par le champ, pas en faisant le tour par la route parce que c'était trop chiant. Il fallait vraiment couper par le champ, sinon même si les larmes faisaient 2 mètres de haut, on s'en foutait avec mon frère, on coupait le champ. Pareil. Voilà, et il fallait que ce soit Lacuna Coil dans les oreilles. Je te retourne la question du coup, toi, si tu me poses ça, c'est que tu as aussi peut-être des. Retourne là. Je te retourne la question. Eh ben, je la prends. Question géographie. Du coup, alors moi, c'est pareil, j'allais faire le même parallèle que toi. J'ai des musiques qui me rappellent des périodes et d'autres qui me rappellent des personnes. Du coup, j'étais en train pendant que tu répondais, j'étais en train de réfléchir. Moi, si j'écoute l'album Californication, par exemple, des Red Hot, ou Origin of Symmetry de Muse, je replonge, ou Toxicity de System, je replonge, je suis au lycée. C'est ma première terminale, poum, direct. Ces morceaux, dès que je les écoute, je revois les gens avec qui j'étais, les soirées que je faisais, je suis vraiment dans... Et qui est en plus pour moi une période où j'ai des souvenirs absolument merveilleux. C'est là où j'ai eu mon premier groupe de musique, Burp. Enfin, il se passait pas mal de trucs par rapport à la musique. Et même si c'est des gens que j'ai pas connus grâce à la musique, mais on était soudés de par la musique et par nos goûts musicaux. Parce qu'on écoutait vraiment ces groupes que je viens de citer, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'en avais déjà parlé, mais j'ai l'album If Not Now When d'Incubus qui me replonge dans le nord-est de la France. Et puis voilà, après des musiques qui sont aussi qui me rappellent des soirées qu'on faisait une période de soirée entre 2014 et 2016 à peu près, avec un groupe d'amis, on se voyait beaucoup à l'époque. J'en ai toujours certains en commun, d'autres on se voit un peu moins. C'est le Funky Style Brass. C'est une sorte de brass band toulousain, quoi, qui est des mecs qui sont issus du conservatoire ici de Toulouse et qui font une espèce de musique déjantée, complètement débile. Et des musiciens, c'est tous des tueurs. C'est un niveau. Ça touche les étoiles et ils font de la grosse merde, enfin des compos à la con et des paroles à la con et à chaque fois en soirée on se passait ces trucs, il y avait des sortes de chorégraphie, enfin ça, tu vois, il y a des moments, des trucs qui me rattachent à des moments qui sont très très cool. J'ai aussi un album de Gojira qui me rappelle une période où j'avais pareil en 2016 j'étais en train de rencontrer avec quelqu'un et c'était parti pour une grande histoire et puis finalement ça n'a pas duré le temps que j'avais espéré. Donc au début, quand j'écoutais cet album, ça me rappelait ce moment. Et puis ensuite, vu que ça avait derrière pas donné ce que j'avais escompté, j'avais du mal à le réécouter après. Pendant un moment, je n'avais plus réécouter, en fait, parce que ça me rappelait trop cette souffrance en fait, que j'avais eue. Mais maintenant, enfin, c'est un truc que je peux réécouter. Mais clairement, ouais, c'est cool. Et puis tout ce que j'oublie, quoi. Ouais. Tu vois, déjà, moi, George Michael, moi, c'est mon souvenir avec Ross, quoi. George Michael? Ah oui. Bon, on a un peu pressé, donc je vous raconterai. On racontera cette anecdote une autre fois, je pense. Ce sera un petit peu. Mais oui, c'est un morceau. Oui, carrément. Ouais, ça, c'est un souvenir avec vous. Pour finir, petit questionnaire vite fait. Allez. Petit vite fait, il faut répondre assez simplement. Eh ben, très bien. Ton dernier concert. Oulala, il faut répondre assez rapidement. Que t'as vu, hein, pas que t'as joué. Hein. Que t'as vu? Que j'ai vu, c'était Majid Cherfi. Je suis justement allé à l'inauguration d'une nouvelle salle de concert qui est ouverte à Toulouse et c'était lui qui jouait. Donc j'étais pas allé forcément le voir lui, mais c'était lui qui était sur scène. Majid Cherfi qui était le chanteur lead de Zebda. Ouais, voilà. Carrément. Ok, moi c'était Selassou. Et c'était pas plus tard qu'hier. C'était pas plus tard qu'hier. Incroyable. Aussi, découverte de Selassou, c'était juste incroyable. Ton top 3 artistes? Numéro 1, Muse, malgré toutes les déceptions depuis à peu près 2007. Mais bon, les premiers albums sont tellement fous que voilà. Numéro 2, c'est compliqué. Je pense que je vais mettre Biffy Clyro, c'est vraiment
au niveau de la constance de tous les albums, ils ont vraiment par une richesse créative qui est absolument dingue. Et en 3, c'est quand même un des groupes qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, je dirais Metallica, que nous aurons la chance de voir au Hellfest cette année, mon cher Sébastien. Et on le dit. On le dit. Moi, je crois que j'ai Rammstein, évidemment, qui est mon groupe phare. Indochine pour tout ce que ça m'a amené, donc c'est-à-dire toute ma vie musicale. Et je pense qu'en 3, je n'ai pas forcément réfléchi, mais j'aimerais dire autre chose que du rock et tout, mais quand même Slipknot, quoi. Ouais. Donc bon, après j'écoute évidemment plein d'autres choses, mais je pense que Rammstein, Indochine et Slipknot. Ouais. Tu les as vus les 3 en concert? Rammstein, je les ai vus 3 fois. Slipknot, je les ai vus l'année dernière, je crois. Enfin 2020, donc c'est il y a 2 ans déjà. Et Indochine, c'était mon deuxième concert que j'ai fait de ma vie. D'accord. Premier concert Kyo, deuxième concert Indochine. Du coup, ma prochaine question, ton premier concert? Vrai concert, hein, pas les potes dans un bar. Mon vrai concert, c'est Johnny Hallyday. Oh. Ouais. En 93, pour ses 50 ans, me semble-t-il. En 93, j'avais 9 ans, tu te doutes bien que c'est pas moi qui me suis dit je vais aller voir Johnny ce soir. Ouais. C'est ma mère à qui je fais un gros bisou, qui est une fan ultime de Johnny Hallyday. Donc on était allé en famille au Palais des Sports de Toulouse, c'était en 93. Et c'était vraiment mon premier gros concert, tu vois, dans une salle et tout. Et j'allais voir pour la première fois quelqu'un de la télé, quoi. Ah putain. Un quelqu'un de la télé en vrai, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade. Et c'était Johnny Hallyday, et il connaissait beaucoup Jaji. Il connaissait aussi Jija, et puis Jijou. Très bien. Merci. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait Johnny qui arrive. Merci beaucoup, il est incroyable ce mec. Dernière question, et pour clôturer, ton meilleur concert que tu as vu dans ta vie? Je vais pas être très original, je pense que le mec est borné sur ce groupe-là. Et New borné d'ailleurs sur ce groupe-là. Jeu de mots. Oh, tu l'as senti. Il faut le chercher celui-là. Non, mais ça m'amuse beaucoup. Oh, vous l'aurez compris, il s'agit d'Yvette Turner. Ouais, de Korn, ouais, bien sûr. Il s'agit de Muse, mon premier concert, la première fois que je les vois au Zénith. Ça fait peut-être 3 ans que j'écoute tous les albums en boucle, que je suis amoureux. Et la première fois où je vais les voir en vrai et que je vois le concert, je me dis mais pincez-moi, et je suis pas en train c'est pas eux, quoi, c'est pas possible. Et j'ai chialé, quoi. J'ai tout le concert, j'étais en décomportation. J'ai plus jamais ressenti ça comme peut-être la première fois que tu fais l'amour, tu vois, ou les sensations que quand tu découvres le corps d'une femme et que tu découvres tout ça, en fait, et que tu te dis ouais, mais en fait c'est vrai, tu vois, tu peux le palper. Surtout quand tu l'imagines avant, en fait. Ouais, tu te l'imagines 1000 fois. Tu t'imagines 1000 fois arriver sur le truc, la scène, tu l'as revue 1000 fois, tu te dis ça va se passer. Et puis là, ça y est, t'y es, quoi. Ouais. Et mon premier concert de Muse, c'est vraiment ça. Et c'était moi, je pense pas que j'arriverai à ressentir la même chose pour un autre groupe parce que j'ai vu plein de concerts depuis et que peut-être maintenant c'est un petit peu moins on va dire idéalisé, quoi, tu vois, le truc, mais vraiment c'est ça. Et toi? Moi, ça restera Indochine. Indochine toujours. Même si j'aurais aimé là j'aurais aimé te dire Rammstein. Ouais. Parce que oui, c'était un truc de fou, parce que je suis vraiment fan de Rammstein, mais j'ai pas eu cet effet que j'ai eu. Pourtant, je suis vraiment moins fan d'Indochine. J'écoute vraiment pas Indochine, enfin, très très peu. Même ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté. Ouais. Mais alors c'était que le deuxième concert de ma vie, donc du coup je sacralisais encore les artistes et ce truc-là, ouais. si tu veux, tu vois. Ouais. Et quand je les ai vus, en fait ils ont commencé le concert, ils ont joué 3 morceaux. Enfin, dans ma tête c'est 3 morceaux, mais quand j'ai acheté le DVD, en fait il y en a qu'un. Mais ça m'a permis tellement interminable. Derrière un drap blanc où il y avait plein de projections dessus. T'es là, mais putain, mais tombe. T'as envie que tu les vois, tu les devines en ombre chinoise derrière. Ouais. Tu dis mais putain, mais il faut qu'ils tombent. Un ombre indo-chinoise du coup. Oh putain. Oh là là. Ça fait longtemps, tu vois. Ouais, c'est clair. Et tu le devines. Et quand le rideau est tombé sur un moment en plus assez mythique, et quand ça s'est arrivé sur le moment de guitare, en mode un petit solo de guitare, enfin le gimmick de guitare, le riff sur ce passage-là, mais et tu les découvres derrière. En plus, le décor, c'était la tournée Alice et June, qui est pour moi leur meilleur album, qui est un concept album fabuleux. Et donc t'as des arbres, ils jouent sur du sort de prairie avec des arbres. C'est une sorte d'hommage à Alice au Pays des Merveilles. Et donc en fait ils ont fait Alice qui est le côté joyeux, Alice au Pays des Merveilles, et June qui est le côté dépressif d'Alice, qui est la part sombre. Mais putain, et je les découvre là, je fais grosse claque, quoi. Et là on est en quelle année là on est en 2000. Waouh, je dirais 2006 ou 2007, quoi. Ah, je crois qu'on était en 2022. Ok. Oh, pas mal. Ouais, mais aujourd'hui, non, bah là, c'est pas possible. En même temps, c'est l'épisode numéro 9. L'épisode numéro 8, on l'a enregistré fin décembre.
Ah ouais. On est mi-mars. Ça m'a tellement manqué. Putain, mais moi aussi. Ça m'a fait du bien. Moi aussi, je suis content. Ah ouais. J'ai été... Oula. Le mec, plus ça va, plus il a une voix grave. C'est clair. Alors. Qu'on donne un verre d'hélium à cet homme. Faites quelque chose. Je j'aurais une bonne voix. Je pense que une d'hélium, j'aurais une voix normale, je pense. Ouais. C'est incroyable. Fabuleux. Je te propose qu'on arrête parce que j'ai plus de voix. Écoute, j'ai kiffé parler de ça avec toi. C'était génial. Moi aussi, c'était super cool. Alors, je vous propose qu'on termine là, ce soir, aujourd'hui. Voilà, non, plaisanterie mise à part, ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Moi, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. On s'est vu depuis, mais bon, on n'avait pas l'énergie pour faire ça parce que oui, ça demande une certaine énergie commune. Il faut qu'on soit dans le bon mood pour le faire ça. Donc là, c'est le cas. Ça me fait plaisir, voilà, de repartir dans ces enregistrements-là. Et ben on est bien. Et on est reparti pour un tour, mon ami, j'ai envie de te dire. On est reparti pour un tour, et moi je n'aurais qu'un mot à dire, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous. Et écoutez-nous surtout. Et écoutez-nous. Si vous avez envie, on vous force pas. Ouais, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et n'hésitez pas à partager aussi, puis toujours pareil, à réagir, à nous faire part de vos retours. Voilà, on fait ça en équipe ensemble. Vous êtes avec nous, vous êtes à bord. Welcome on board. Merci Laurent. Merci Sébastien. Merci tout le monde. Salut. À bientôt. À bientôt. Mal, lambda, mal, lambda.